Ils ont raison, oui, ils ont raison, les Guyanais, de ne pas vouloir recevoir la mission interministérielle. Nous rejetons catégoriquement. On a décidé de restituer la mer. Les infirmiers, soyez à la hauteur de vos revendications. Pour moi, c'est mon pays, la Guyane. À partir de là, il y a des problèmes. Et rien n'est pas qu'à changer. Donc il y a un extrêmement lourd problème de sécurité. Contre une société gangrénée par l'insécurité, pour dire leur ras-le-bol d'une situation économique, pour dénoncer un malaise social autant qu'un mal-être sociétal. Ils étaient des milliers, de toutes conditions, de toutes origines, mais unis dans une même colère. Il était une fois un pays merveilleux en Amérique du Sud, où il faisait bon vivre. Mais cela, c'était il y a longtemps. Premier signe extérieur de colère, ces barricades disposées devant la préfecture, l'hôtel de la collectivité territoriale ou encore à l'entrée des locaux du parc amazonien. Depuis quelques heures, Ségolène Royal est en Guyane. La ministre de l'écologie et du développement durable est venue présider la réunion des chefs d'État de la Caraïbe, signataires de la Convention de Carthagène, signer le protocole d'accord sur le pacte d'avenir et ouvrir les festivités marquant le 10e anniversaire du parc amazonien. Ségolène Royal vraiment incarnait la politique du gouvernement à l'égard de la Guyane, c'est-à-dire une politique vraiment jalouse, où le gouvernement agit en Guyane pour ses propres intérêts et pas pour l'intérêt des Guyanais. On voit bien que c'est de la foutaise de la part de la ministre Ségolène Royal de venir faire la fête un peu sur le territoire, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas l'accès à l'eau potable sur ces territoires-là, et on fait la fête sur le dos de ces gens-là. C'est vraiment se moquer du monde et ne pas prendre en considération ces gens-là qui cherchent à avoir une certaine dignité. Il fallait agir, il fallait montrer notre ras-le-bol. Et notre ras-le-bol s'est démontré le jour avec la présence des 500 frères dans cette réunion de la conférence de Carthagène. Si jusqu'alors la colère avait 1000 visages, le reste de la Guyane et du monde allait découvrir 500 autres. Cagoulés cette fois, ils se faisaient appeler les 500 frères contre la délinquance, et leur irruption en pleine réunion du sommet des chefs d'État de la Caraïbe pour justement implorer Ségolène Royal à intervenir pour plus de sécurité en Guyane allait durablement marquer les esprits pour les 5 semaines à venir. Je pense que si les 500 frères n'avaient pas marqué les esprits aussi fort, peut-être le mouvement n'aurait pas eu cet impact. Et ça, il faut qu'on se le dise. Les 500 frères ont fait une action forte, elle a été critiquée, en tout cas, elle a marqué. Le but, c'était d'attirer l'attention. Lorsque j'ai débuté toute la série de réunions qui a mené au mouvement social qu'on a connu, je crois que les 500 frères n'étaient peut-être même pas encore au stade embryonnaire. Quoi qu'il en soit, j'en ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui nous est tombé dessus. C'est un phénomène qui a fait le buzz, comme on dit, puisque je crois que c'était une bonne manne pour les médias, puisqu'il fallait quand même quelque part illustrer ce mouvement, et la figure des 500 frères a servi à l'illustration de ce mouvement. J'avais été bien sûr informée par les services de l'État et le préfet, plus les élus, que la situation était vraiment compliquée et tendue. Et je l'avais moi-même vu, puisque vous savez qu'on était à la veille de la signature des accords de Guyane, puisque c'était des accords qui avaient été travaillés bien avant moi, et moi je reprenais ces accords en les finalisant, et je voyais bien que les choses n'aboutissaient pas, et je sentais que les choses se tendaient. Et les choses se sont tendues, se sont compliquées même dans les heures qui ont suivi. Après la signature du protocole d'accord du pacte d'avenir, un texte qui prévoyait la cession par l'État de 200 000 hectares de foncier, 60 millions d'euros pour la construction de collèges et de lycées, un moratoire d'1 an sur les dépenses de la CTG liées au versement du RSA, un plan pour la suspension de la vente du centre médico-chirurgical de Kourou, un texte qui entérinait aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie adoptée par la CTG, mais dénoncée par le syndicat UTG-DDF. Comment peut-on croire qu'un pacte d'avenir va tout régler ? Moi, je n'y crois pas. Et même là, aujourd'hui, ces assises que l'on fait faire,
Je ne suis pas certaine que c'est ça qui va régler toutes les questions que nous vivons. Je veux dire que là, il y a... C'est pas un pacte. Un pacte, c'est un début. C'est quelque chose qui va mettre en marche, mais ce n'est pas ça qui va régler. Nous avons probablement d'autres choses aussi sur lesquelles nous devrions réfléchir. En effet, pour les socioprofessionnels guyanais et les représentations syndicales, les orientations du pacte d'avenir sont jugées insuffisantes au regard des besoins de la Guyane. Les salariés de la section UTG d'électricité de France se mettent donc en grève. Ils sont imités par ceux de la société Endel à Kourou et de la caisse d'allocation familiale. Le port du dégradé Cannes est bloqué. Les agriculteurs crient leur colère. Tout cela sur fond de manifestations contre l'insécurité. Quant à Ségolène Royal, elle a tout simplement écourté sa visite en Guyane. On n'imaginait pas à l'époque que toute la Guyane, finalement, se serait emparée de ce mécontentement et de ce besoin d'exprimer vraiment une nouvelle vision de la Guyane, une nouvelle vision de l'action publique en Guyane et de l'action du citoyen lui-même. Parce que c'est ça, l'une des grandes victoires de ce mouvement, c'est que le citoyen a compris qu'il a un rôle à jouer, qu'il n'est pas seulement un spectateur de ce qui se passe dans le pays, mais qu'il a lui-même un rôle à jouer. Je pense qu'elle a été surprenante pour tout le monde, y compris pour les organisateurs. C'était quand même un mouvement très populaire. Tout le monde se retrouvait, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, avec une vraie communion populaire sur la cause guyanaise. On se rendait bien compte que la situation devenait intenable. Il y avait une sorte de colère, même, je peux même parler d'exaspération qui était palpable, parce qu'on sentait bien qu'en tant que citoyen, on en arrivait à nos limites, on se retrouvait impuissant et il fallait faire malgré tout quelque chose. C'était vraiment un mal-être profondément social et sociétal. De Cayenne à Saint-Laurent, les premiers barrages routiers font leur apparition. Partout en Guyane, des collectifs se constituent. Quelques jours plus tard, ils vont se regrouper en un seul, le collectif pour la Guyane décollée, le KPLD. Sur le terrain, la grève à la société Endel, seule habilitée à effectuer les transferts du lanceur, cloue Ariane au sol. Le vol 236 est reporté, l'activité spatiale paralysée. Et les premières heures entre manifestants et forces de l'ordre. La base spatiale, c'est un État dans un État. Vous savez bien quelle est la situation de Kourou. Il y a des milliards qui sont jetés ici pour des satellites et tout ça, des télécommunications, alors que nous-mêmes, ici, on ne peut même pas avoir une meilleure communication. Alors que il y a quand même un développement numérique qui devait se faire et on est vraiment les derniers de la roue de la charrette, quoi. Et c'est impensable à cette époque-là encore, au XXe siècle, on puisse vivre des choses comme ça sur un territoire où il y a toute une technologie qui existe et on est les délaissés de cette technologie-là. Le CSG, c'est la base spatiale, c'est l'ESA. Donc, c'est l'instance, le lieu qui accorde à l'Union européenne quand même l'indépendance au spatial. Et donc, vous vous doutez bien qu'une manifestation, un blocage qui concernerait le CSG attirerait obligatoirement le regard sur le territoire de la Guyane. Et hélas, on s'aperçoit que pour se faire entendre, il faut sans cesse arriver à des extrêmes, des blocages, et ça a été plus loin, puisqu'on s'est même à un moment retrouvé, pour certains, au sein même de la base spatiale. Donc, quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que ça a été à ce moment-là que le gouvernement a été encore plus réceptif à entendre, à écouter et ensuite à entendre. Ports, aéroports ainsi que de nombreuses administrations sont maintenant paralysées. La menace d'une grève générale plane. Sur le front de la protestation, les agriculteurs se distinguent. Du lisier est répandu sur la façade de la préfecture. Le collectif des Igouanes de l'Ouest coupe la vallée du Maroni du reste de la Guyane. Depuis Paris, la ministre des Outre-mer évoque des pistes pour sortir de la crise.
Conduite par Jean-François Cordet, un ancien préfet de Guyane, une délégation interministérielle arrive sur place. Pour moi, ça a été de l'esbrouf, parce que bon, c'était des émissaires que nous n'avions pas forcément demandé. À ce moment-là du mouvement, il s'agissait de demander la venue du président lui-même. Et nous avons eu effectivement des émissaires qui sont venus, mais n'ayant pas franchement de pouvoir décisionnaire, nous sommes restés sur notre faim. Et c'était l'évidence. Les élus de la République, les élus locaux, étaient complètement mis de côté par le collectif. Et ça a été, même si on le pressentait avec le travail qu'on avait fait en amont, mais sur le terrain, c'était assez étonnant et saisissant de voir à quel point les élus avaient été mis de côté par le collectif. Rencontre et entretien informel pour Jean-François Cordet. Rencontre tout de même avec certains élus et personnalités de la société civile, pour dans la foulée faire un certain nombre d'annonces, notamment en matière de sécurité, 23 gendarmes, 25 policiers supplémentaires, un centre pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni ou encore un scanner corporel à l'aéroport Félix Éboué. Des annonces qui n'en sont pas selon le collectif, puisque figurant déjà dans le protocole du pacte d'avenir signé quelques jours plus tôt. Dans le processus de négociation, il y a eu des négociations parallèles. Et c'est ça qui a tué aussi ce mouvement social où une certaine catégorie de personnes, une certaine catégorie de professionnels ont fait des négociations parallèles pour, éviter que le comité pour décoder la Guyane soit quelque chose de porteur et de décisif. C'est à partir peut-être de ce moment-là que les choses ont un petit peu bougé, pas forcément dans le sens positif, puisqu'à ce moment-là, je crois qu'ont eu lieu les premières divisions, si on peut appeler ça ainsi. Un coup pour rien. Échec de la mission interministérielle. Une initiative toutefois non sans conséquences politiques, puisque désormais tout élu ou personnalité de la société civile soupçonné d'avoir échangé avec cette délégation sont conspués, pointé du doigt, presque accusé d'avoir pactisé avec le diable. Mais moi, je dis que j'étais le seul élu, membre du collectif, enfin en tant qu'acteur, et membre du mouvement, réellement depuis l'origine jusqu'à la fin. Et bien, j'étais pour la démission de tous les élus. Parce que quand on a plus de personnes qui marchent dans la rue que de personnes qui ont voté pour élire les élus, notamment de la CTG, eh bien, je dis que quelque part, il y a un véritable problème de légitimité. Et ce problème s'est posé, et moi j'ai toujours dit, j'étais prêt à démissionner, naturellement à condition que tout le monde le fasse, et je maintiens que ça aurait certainement été une bonne chose pour remettre les choses à plat. On n'a plus d'élus modèles des gens qui ont porté la voix guyanaise politiquement à ce jour. Il n'y en a pas, à mon sens, il n'y a pas de politique qui est capable d'instaurer un dialogue avec les différents gouvernements. Il n'y en a pas, à mon sens. Concernant les élus, il y a eu ce moment de bravoure avec les maires. Mais après, ceux qui ont dit leaders ont jugé leur présence inutile et les ont effectivement mis de côté. Avec le recul, c'était une erreur. C'était une erreur. D'abord parce que ce sont des Guyanais et qu'ils font aussi leur part. C'est toujours facile de porter la critique et puis d'être particulièrement véhément. Et ça, c'est une tendance que moi je déplore, notamment sur les réseaux sociaux, dans les médias. Des élus sur la touche, un KPLD désormais détenteur des rênes du dialogue avec l'État, un collectif pour exiger la venue de ministres du gouvernement. Erika Baretz et Mathias Fekl, ministres des Outre-mer et de l'Intérieur, sont attendus en Guyane. Mais pour l'heure, le KPLD doit faire la preuve de sa détermination et surtout de sa popularité. Il a manqué des femmes pour faire entendre la voix des femmes, parce qu'on sait bien que quand même la sensibilité des hommes et la sensibilité des femmes n'est pas tout à fait la même. Et je pense, enfin c'est toujours quelque chose qui n'engage que moi, mais je pense que si véritablement la voix, la parole avait donné aux femmes, peut-être que ce mouvement aurait eu une autre orientation.
noir et blanc, aux couleurs du deuil, 15, 20, 25 000 personnes dans les rues de Cayenne. Le plus grand rassemblement protestataire de l'histoire de la Guyane. Démonstration à la fois d'unité et de détermination. De mon domicile, j'entendais toute la clameur populaire, donc j'entendais effectivement ce rassemblement et je savais que les citoyens guyanais à ce moment-là espéraient très fortement un changement et s'étaient mobilisés massivement pour qu'on ait justement en face le sentiment qu'ils étaient là. On peut tous, mais je dis bien tous, se satisfaire d'avoir fait en commun quelque chose de véritablement fondateur du peuple guyanais en tant que peuple constitué. La spontanéité s'est exprimée, donc, on peut dire à la tête du mouvement, mais c'est aussi exprimé sur les ronds-points, sur tous les barrages, dans toutes les communes. Il y a eu beaucoup de spontanéité dans la façon de gérer le conflit, mais aussi dans la façon d'animer la parole du citoyen, d'animer la vie du mouvement et la perspective du citoyen. Le peuple guyanais, à mon sens, c'est ma vision personnelle, était uni. Et seul, quoi. On démontrait qu'on était un peuple, qu'on était une nation, qu'on avait cette citoyenneté guyanaise et qu'on était déterminé à aller de l'avant. Et ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Comme vous savez très bien qu'il y a eu des divisions dans cette unification qui est restée très peu de temps, parce que sur le principe de diviser pour bien régner, certains ont agi différemment. 48 heures, le temps imparti à Erika Barretts et Mathias Fekl pour convaincre le collectif. Car les vraies négociations peuvent enfin commencer. Des discussions marathon et à rebondissement, jusqu'à ce que la ministre de l'Outre-mer se présente au balcon de la préfecture pour des excuses désormais historiques. On m'a demandé de faire mes excuses au peuple guyanais. Au bout de tant d'années d'histoire, c'est à moi que revient l'honneur de dire au peuple guyanais, au-delà de ma personne, de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais pour qu'ensemble nous puissions construire le quotidien mais aussi l'avenir de la Guyane. À ce moment-là, j'ai senti que la France devait de le faire, parce qu'un territoire où les enfants ne peuvent pas aller à l'école comme il faut, où on n'est pas soigné comme il faut, la France n'a pas été au rendez-vous. Elle a été envoyée dans sa fonction de ministre, elle représentait le gouvernement. Donc nous avons été avec elle peut-être parfois dur parce qu'il fallait être dur avec le gouvernement, il fallait affirmer les volontés des Guyanais. Et j'ai envie de vous dire que, vous l'avez vu durant ce mouvement, ce n'est pas la venue de Erika Barretts qui a débloqué les choses. Je l'ai pensé très sincère, très sincère. C'est quelqu'un donc que j'avais l'habitude de rencontrer dans le cadre de son ministère, en tant que ministre de l'Outre-mer. C'est quelqu'un de très sincère, qui dit ce qu'elle pense. Et de même, la ministre actuelle, Madame Annie Girardin, c'est exactement le même type de personne. Donc je pense que quand elle l'a fait avec une grande sincérité du cœur. Désormais interlocuteur privilégié des ministres, c'est aux membres du collectif qu'est présenté au bout de 2 jours de négociations un plan d'urgence. Un programme d'1,850 milliard en 25 mesures stratégiques assorti d'un plan additionnel pour sortir de la crise et lever les barrages. Moi je vous aime, j'aime mon pays, j'aime mon territoire. Insuffisant, clame d'une même voix, élus et collectifs de nouveau réunis, de nouveau en phase. 2 milliards supplémentaires sont exigés pour traiter justement l'urgence. Alors qu'une menace d'un enlisement du conflit est dans tous les esprits, une rencontre est décidée en préfecture entre le représentant de l'État et les membres du collectif. Madame la ministre, il faut que les Guyanais... Exaspération, fatigue,
La foule se masse devant l'hôtel préfectoral. Le début de la soirée et la nuit seront chaudes. Des scènes d'émeutes, bilan, 2 blessés. Nous avions des revendications qui étaient relativement simples. On demande simplement à faire partie, à ce que nos considérations soient prises en compte dans la prise de décision. On demande simplement à faire partie de la décision, à ce qu'on compte avec nous. Et bien voilà, la réponse que nous avons eue, c'est une réponse violente de la part de l'État. Les forces de l'ordre sont là pour défendre les intérêts de l'État. Donc, dès lors qu'ils avaient la perception que les intérêts de l'État étaient menacés, eh bien, les forces de l'ordre passaient à l'action. Sur les barrages, c'est l'attente. 3 semaines déjà que le conflit dure. Entre État et collectif, le dialogue n'avance pas. Une marche de protestation est de nouveau programmée. Cette fois à Kourou, en direction du centre spatial guyanais. Élus et collectifs unis, ce sera la dernière grande manifestation de masse de ce conflit. Car déjà, l'on s'interroge sur la pertinence de mouvements et de négociations menés en fin de mandature présidentielle. En ce qui me concerne, moi, ma position personnelle était de dire attendons que le nouveau gouvernement soit en place pour pouvoir, dès le début, l'interpeller, manifester, bloquer s'il le faut, etc. Cela étant, il y a quand même eu un engagement d'1 milliard qui est vraiment acté financièrement. Donc, j'ai presque envie de dire, ça a permis de prendre dès le départ, de bénéficier de ce milliard. Avec le nouveau gouvernement, il faut maintenant travailler les dossiers pour justifier. Nous devons reconnaître que ce que nous avons fait, c'est fait un peu sous la pression, de façon à la louche, et que maintenant, nous devons vraiment justifier notre demande supplémentaire de 2,1 milliards, qui est parfaitement justifiable. Parce que le vent de la désunion et de la division souffle depuis les propositions gouvernementales. L'inquiétude des chefs d'entreprise a en effet grandi. Un collectif pour la Guyane circulée demande la levée des barrages, le droit de circuler et la reprise de l'activité économique. Dénonçant le chaos engendré par la stratégie du KPLD, les socio-économiques, le MEDEF, se retirent du mouvement. Autre défection de poids, Michael Mancé, le leader charismatique des 500 frères, annonce sa sortie du collectif. L'heure des bilans. Et je pense que même ceux qui étaient aux manettes, qui étaient aux commandes, commencent à en avoir assez. Tout le monde en avait assez. Parce que depuis le 1er ou le 4 avril, M. Cazeneuve avait déjà dit, ça avait été tranché. Il y avait eu une réunion ministérielle. Le 1,85 million avait été tranché. Et il était certain que l'État n'irait pas plus loin. Donc le protocole d'accord, dire que nous avons pris acte de la demande supplémentaire, bon, tout le monde avait bien compris que c'était 1,85 million et pas plus. C'est vrai, on est amer, mais on a un peu de l'espoir, comme tout peuple qui veut s'émanciper et qui veut aller de l'avant a toujours de l'espoir. Sinon, si on reste fataliste tout de suite, on n'arrivera jamais. Durant ce mouvement, nous l'avons dit qu'il s'agissait d'un marathon et pas d'un sprint. Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons vécu un moment historique. L'histoire ne s'écrit pas en 1 an. Mais il est vrai que nous entendons la déception de certains qui laissent entendre que ce mouvement n'a servi à rien, qu'1 an après, on n'a rien. Il est donc bon de rappeler à ces personnes, il est donc bon de rappeler à la population guyanaise que la CTG n'aurait pas pu voter son budget sans ce mouvement. Donc ce mouvement n'a pas servi à rien. Ce mouvement est un commencement, c'est le début de quelque chose de grand. Le Guyanais s'est soulevé et nous demandons à la population guyanaise de rester mobilisée, de rester déterminée, parce qu'il y a de grandes choses encore à construire pour la Guyane. C'est donc entre espoir, amertume ou carrément déception quand ce vendredi 21 avril, en début de soirée, furent signés en préfecture les accords de Guyane. Quelques heures auparavant, la collectivité territoriale de Guyane votait, elle, enfin son budget. Un accord en tout cas qui met fin à 5 semaines de conflit. Un protocole pour la Guyane décollé de plus de 3 milliards d'euros
et de très nombreuses interrogations. En réalité, très peu de choses ont été accomplies. Mais c'est la preuve, et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas du tout être pessimiste, c'est simplement la preuve qu'il nous faut maintenir une situation de tension. Et depuis ce mouvement, je pense que les Guyanais ont compris que l'égalité n'est plus l'objectif, mais que la solution vient de nous, doit venir de nous. La prochaine explosion, ce seront les jeunes. Et les jeunes, on va dire, c'est moins... Ils sont plus vifs, ils n'écoutent pas une fois qu'ils sont lancés, ils sont lancés. On ne les retient pas. Ça réfléchit moins, c'est vraiment tout de suite, tout de suite. On veut des résultats immédiatement. Donc, n'attendons pas justement cette prochaine révolution des jeunes. Travaillons nos dossiers, portons-les, et il n'y a pas de raison que l'on n'obtienne pas les fonds qui puissent justement nous permettre de faire avancer la Guyane. C'est pourquoi, depuis ce jour, ce 21 avril, collectifs et élus de Guyane sont engagés dans un autre combat pour la dignité. Une autre lutte pour faire respecter cette fois le contenu des accords de Guyane. Mais là débute une autre histoire.